215. 215 000, messieurs, dames. Si vous voulez vérifier mes dires. Monsieur, oui, donc bonjour. L'agriculture en crise, en très forte crise, en ébullition l'année dernière. Où en est-on aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ont mis des CRS. Donc, il y a eu, je sais pas combien de régiments de CRS pour faire semblant que tout aille bien. La crise, elle demeure. Elle est très grave parce qu'elle est structurelle. C'est très simple. L'Union européenne a ouvert à des accords de libre-échange tous les produits. Et le dernier, on entend parler de partout. le Mercosur qui arrive. Et au même moment, la même Union européenne met des contraintes sur les producteurs européens avec l'objectif de produire moins. Donc, faut pas s'étonner que si vous mettez en concurrence des gens qui sont handicapés par des règles excessives avec des gens qui ont aucune norme de santé publique, de médicaments sur les animaux, d'environnemental, il n'y a pas de secret. Les produits sans aucune norme arrivent 30% moins chers sur le marché et nos exploitations ferment les unes après les autres. Donc, si on veut traiter le problème, il faut être honnête avec les gens. Il faut arrêter ces accords de libre-échange déloyaux. Il faut contrôler les produits qui arrivent. On peut avoir du libre-échange, mais il faut qu'il y ait un contrôle des normes, de la qualité. Comment? Pardon, Mais comment? Mais en faisant des contrôles. Ici, en Amérique du Sud, contrôle. Mais non, mais à la frontière. À la frontière. Des centaines et des milliers de containers qui arrivent par jour. Non, mais attendez, excusez-moi. Comment contrôler? Mais il y a des quotas. Il y avait des quotas. Le Mercosur fait sauter les quotas de viande. Il faut bien comprendre que si le Mercosur est appliqué, il a été signé par von der Leyen contre l'avis de la France. Si le Mercosur est appliqué, c'est des dizaines de milliers d'éleveurs qui vont fermer, des abattoirs qui vont fermer, tout un secteur sinistré. Donc c'est pas rien. C'est le plus grand plan social des 10 prochaines années. Donc il y a un moment, faut arrêter de faire semblant. Je vois bien là tous les politiques virevoltent et je te donne un petit allègement de charge là-dessus, un petit machin. Mais ça, ce sont des pansements. Ça ne traite pas la cause du mal. Alors, je ne dis pas de fermer la France, pas du tout. Je dis simplement des quotas d'importation, des taxes à l'importation. Il y en a un qui est en train de le faire, c'est Trump. Il faut que l'Europe le fasse, sinon l'Europe est morte. Voilà, c'est tout. L'Europe ne va pas dans ce sens-là. Non, donc il faut que la France le fasse. Mais la France doit dire non. Quand De Gaulle, en 66, a dit non en faisant la politique de la chaise vide, il a tordu le bras de la Commission. Si Macron, comme aujourd'hui, dit « Oh, je suis pas d'accord, mais je vais chercher une minorité de rechange pour bloquer », comme on sait qu'on ne l'aura pas, il n'est pas considéré, il n'est pas respecté. Donc la question majeure, c'est de savoir si on a des paillassons à l'Élysée ou si on a des hommes d'État qui, à un moment, défendent les leurs, c'est-à-dire les agriculteurs. Ce qui est en jeu, c'est la qualité alimentaire des Français, la souveraineté alimentaire des Français, l'environnement, voilà, notre mode de vie. Est-ce qu'on veut des fermes industrialisées avec des employés roumains, polonais qui sont des salariés agricoles ou est-ce qu'on veut des exploitations familiales qui prennent soin de leur environnement? C'est ça l'enjeu. C'est fondamental, c'est un choix, j'allais dire, au-delà même de l'argent des exploitants. C'est un choix existentiel. Moi, je veux que mes enfants, demain, dans 20, 30 ans, continuent à avoir des pâturages. Là, j'ai Éric Trochon à mes côtés. Viens, Éric, qui est éleveur de lait. Il est éleveur de lait. Il va arrêter la production de lait. Ah oui, on sait que c'est une filière très, très difficile. Il y a beaucoup de problèmes. J'ai appris l'année dernière, je ne sais pas si les chiffres vont évoluer, vous allez le confirmer ou l'infirmer, la France doit importer du lait. Oui. La France, pays de l'agriculture, doit importer du lait. Mais j'ai vu dire pire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire très court, c'est qu'il y a des accords de libre-échange, et maintenant l'Union européenne va importer 58 tonnes de sucre de lait. Et si bien que les laiteries françaises, comme Lactalis ou d'autres, en fait, vont prendre du lait français juste pour des choses très basiques, comme du lait lacté, les yaourts, et le reste, ils vont apporter du beurre et de la poudre pour les plats préparés. Et il y a pire, ils vont aller produire certains produits alimentaires en Pologne ou ailleurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un château de cartes qui est en train de s'écrouler. Et il y a un moment, et vous savez, c'est comme dans tous les problèmes français, est-ce qu'on prend des actes? Est-ce qu'on prend des décisions? Est-ce qu'on dit stop? Ou est-ce qu'on fait semblant? Ils font semblant. Ici, vous avez tous les vautours. Vous avez les bourreaux des victimes. Ils sont tous rassemblés. Ils vivent sur la bête. Ils la tondent. Sauf que le jour où il n'y a plus Éric dans la Sarthe, qui produit son lait avec ses combien de vaches? 60. Eh bien,
Qui va produire le lait? Mais ça induit une Je suis question. désolé, je suis passionné. Non, mais parce vous que avez c'est raison, vous avez entièrement raison. Mais ça induit Ça une fait 10 question. ans qu'on le répète. Et je la pose à beaucoup de politiques qui ont beaucoup de mal à me répondre sur cette question, et je suis sûr que vous allez me répondre. Est-ce que le système industriel, on l'appelle globalement finalement le capital, n'a pas tellement à gagner qu'il est plus fort que les institutions européennes? Les institutions européennes n'existent pas. Elles sont soumises au lobby. En revanche, la France et sa démocratie doivent résister. Je vous donne un exemple concret. Les achats de terres, les SAFER, ont été mis en place par le général de Gaulle, et même avant d'ailleurs, pour éviter que la financiarisation des terres. Mais actuellement, ils profitent des sociétés, des SCI, d'un système juridique pour passer sur les écrans radars et acheter les terres. Ça, c'est un verrou qu'il faut rétablir. C'est-à-dire qu'il faut garder une agriculture paysanne. Elle doit s'adapter, bien sûr. Elle grandit. C'est pas les exploitations d'il y a 20 ans. On aura des exploitations plus grandes, plus mécanisées. Il ne s'agit pas de rester immobile, mais il s'agit d'éviter la financiarisation et la capitalisation qui risque d'avoir des terres dont les paysans seraient chassés, comme au Mexique, comme en Amérique latine. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'enjeu, c'est de défendre les paysans, ceux qui aiment leurs terres, leurs animaux, et tous ces connards d'écologistes, de faux écologistes, pardonnez-moi, qui croient qu'ils défendent la terre alors qu'en fait, ils font le lit de cet agro-business. Donc moi, je suis beaucoup plus écologiste que les écologistes. Je crois à l'exploitation familiale parce que Eric, il connaît ses bêtes, il les respecte, il n'a pas envie de leur foutre des produits chimiques dégueulasses. Tandis que le jour où vous aurez à sa place une exploitation de 3000 hectares détenue par des capitaux chinois, américains, eh bien, je vais vous dire, la vache, ils n'en ont rien à cirer. C'est une réalité que des groupes industriels très importants sont en train de fédérer. Ça commence dans les secteurs très particuliers comme l'agriculture, etc. Puis petit à petit, ça ne se voit pas au départ. Quand il y a un bon jour, on découvre, ça nous a échappé. Regardez BlackRock en Ukraine. Voilà. Regardez ce qui est en train de se passer en Ukraine. Ils veulent faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. C'est la mort. Bon, moi, je m'en réjouis parce que au moins le système va exploser, ou alors ça veut dire qu'autant aller se coucher, il n'y aura plus rien. Mais c'est de la folie. Il faut le libre-échange, oui, quand il est maîtrisé, donnant, avec des quotas et des taxes au gré de la production. Il y a un pays qui le fait remarquablement, qui est tout petit, c'est la Suisse. Pourquoi la France n'est pas capable de faire ce que fait la Suisse? Voilà pourquoi, à Debout la France, nous proposons la renationalisation de la politique agricole. C'est-à-dire, plutôt que de donner 25 milliards d'euros à Bruxelles et d'en recevoir 15, dont 9 pour l'agriculture. 25, on reçoit 15, dont 9 pour l'agriculture. Je préfère qu'on ne verse pas les 9 à Bruxelles, on les dépense nous-mêmes, et ça marchera très bien. Ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus près du terrain. Il faut qu'on explique aux Français inlassablement que s'ils ne veulent pas être des esclaves, ils doivent reprendre en main leur pays. C'est ça le sens de mon projet politique. Alors, encore une question, si vous voulez faire. Allez, votre temps est court. Une question prégnante aussi dans le milieu agricole, c'est la transmission des normes. On sait que l'agriculteur étranger n'est pas imposé, en Europe même, Tout à fait. aux mêmes normes, aux mêmes conditions de travail. Est-ce qu'on a progressé sur ce dossier? Non. Par exemple, je voyais les éleveurs porcins. En Europe, c'est 3000 porcs pour avoir une enquête publique. En France, c'est 2000. Bon, absurde. En Espagne, ils sont en train de ils vont nous exploser en moutons et en porcs, si je puis dire. Donc, il faut harmoniser un minimum. Un autre exemple, les cotisations sociales. J'avais proposé de baisser les cotisations sociales françaises sur les agriculteurs, qui les étouffent, et de les remplacer par une taxe sur la grande distribution. Ils gagnent assez d'argent sur le dos des consommateurs. C'était simple comme bonjour. C'est des petites sommes. C'est rien à l'échelle d'un pays. Ça a été refusé. Si on veut être compétitif vis-à-vis des producteurs de betteraves, des producteurs d'endives allemands, de salades, de tout ce que vous voulez, il faut égaliser les charges salariales. Et il y a un autre moyen de les percevoir sur la grande distribution. Une dernière question. Vous êtes optimiste? Allez, vous êtes optimiste malgré tout? Je suis très pessimiste sur l'état de l'agriculture française. mais Je suis très optimiste, j'espère un jour, sur la réaction des Français. Réveillez-vous. Madame Tonnelier, bonjour. Une année 2024
difficile sur le front de ces agricoles avec de nombreuses mobilisations. Sur le front de l'écologie surtout. Sur le front de l'écologie également. Et moi je vais vous parler, si vous me permettez, dans un premier temps, sur le front de la crise agricole. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce que vous sentez par rapport à l'année dernière? Est-ce que des choses sont allées dans le bon sens? J'ai l'impression que c'est un salon déjà qui est beaucoup plus apaisé dans l'ambiance, il faut le souligner, que sur le front de l'écologie, beaucoup de déceptions, mais je pense des déceptions aussi pour les agriculteurs, parce que ce qu'ils demandaient en premier lieu, c'était plus de revenus, une vie plus décente, des conditions de travail et de vie plus satisfaisantes, et je ne pense pas que c'est ce qui est arrivé. La LOA prend l'écologie comme bouc émissaire, mais ne s'occupe pas de la première préoccupation des agriculteurs. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'un sondage est sorti le mois dernier, enfin même la semaine dernière, je crois, qui montre que les écologistes sont le deuxième parti en termes de soutien des agriculteurs dans l'opinion publique. Et donc bon, c'est jamais satisfaisant d'être deuxième derrière le Rassemblement national, mais l'année prochaine, c'est sûr, on sera les premiers. Je vais tout faire pour. Beau travail d'équipe. Non mais là on est avec des maires qui mettent en place des reprises de ferme dans leur ville ou dans leur village, des ordonnances vertes pour les femmes enceintes pour leur payer les paniers bio, ce qui est bien pour la santé des enfants à naître, des parents, mais aussi pour les producteurs qui ont des débouchés aussi à Strasbourg. C'est 650 000 € qui ont été injectés pour les agriculteurs. On a des parlementaires qui se sont battus pour sauver l'agence bio, qui sont battus pour, comme Marie Pochon qui a fait adopter une proposition de loi pour des revenus planchers pour les paysans. On a Daniel Salmon, sénateur, qui a fait adopter une proposition de loi pour les haies, qui sont importantes pour la biodiversité et pour l'agriculture. Donc vous voyez, on est sur tous les fronts et à la fin, ça finit par payer. Mais il n'y a pas que ça, tous les agriculteurs nous parlent du Mercosur. Mais le Mercosur, qui c'est qui défend depuis des décennies? C'est nous! C'est nous qui défendons depuis des décennies sur les traités de libre-échange. Le Mercosur, en 2020, les libéraux, la droite, étaient pour, votaient pour au Parlement européen. Le Rassemblement national, dans son grand courage, comme d'habitude, s'abstenait. Et bien nous étions contre, nous sommes contre et nous serons contre. Nous avons le mérite de la constance. J'ai compris que certains étaient très déterminés à avancer. Nous, on est déterminés à le bloquer, on continuera. On a le mérite de la constance. Merci à vous. Alors attendez. Ah, je te cherchais, ça va? Salut. C'est Vincent. Voilà. C'est Vincent qui te cherche. Alors moi j'ai trouvé une spécialiste des betteraves hier sur le stand de la FNSEA. Elle était copine avec toi. Une femme brune, carrée, un peu frisée, ondulée. Oh, Anne. Une femme qui parle beaucoup, elle est adorable. Elle était. Il est où Benoît? Benoît, on a eu des grands moments. Alors je vous présente Bruno Cardo, salut, chef des Sweetos agriculteurs et qui est betteravier dans le Carrefour. On avait été visiter avec lui. Je lui disais qu'on avait vu sa copine hier, elle avait fait le sac, on avait vu sa copine betteravière qui disait votre ministre. Je lui dis c'est qui notre ministre? Elle dit celle qui est avec nous, une espagnole, elle dit pas avec nous. Ah bon? On va pas recommencer. Tu dois pas recommencer. Si, je pense qu'elle met des vestes vertes des fois. Donc, Guillaume Lepard qui est président du groupe OCEA, Nicolas Bonnet qui est député en Auvergne, à la commission de culture du parti, Nicolas, il est élu sur la circuit de Valéry Giscard d'Estaing. C'est pas mal. Nous, on est en train de reprendre la France, on reprend la France par la base. Il ne faudra pas dire maman, je veux. Nous, c'est bonjour, salut. Ah non, c'est à moi, salut. Je viens de voir Nicolas Richard. Ok, Tu l'as vu, il est là-bas, sur le stand de l'agence bio. Bon salon. Bon, ça Il y se a plein passe de bien? super stands là. Je sais, mais il est partout. Mais on va aux jeunes agriculteurs. Les jeunes, entre autres. Là, on est à l'agence bio. Les jeunes, la transmission, l'avenir et tout ça. Il y en a une hier qui est venue se prendre en photo avec moi parce qu'elle avait beaucoup de C'est ce qu'il va me dire là. On a fait tout le hall 4 avec Marie. On a mangé à tous les râteliers. On a bu de la bière avec tout le monde. T'arrives avec Cordelier. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci à chacun d'entre vous d'être présent pour ce bel événement. Car oui, si on est tous présents ce soir, c'est pour fêter les 30 ans des Ovalie Unilassal. 30 ans d'amitié, de sportivité et de générosité.
que nous allons fêter ce soir. Mais bon, je ne suis pas la meilleure placée pour parler de cela, alors je vais donner le micro à monsieur Pierre Beaugrain, l'un des fondateurs de la première édition des Ovalies. Bonsoir à tous, on est ravis de savoir qu'on est à la 30e édition des Ovalies. Quand il y a 30 ans on a démarré ce tournoi autour des valeurs de l'entraide, on ne pensait jamais que 30 ans après on ferait ce genre d'événement. Donc on est très très heureux que c'est si bien fonctionné et bravo de prendre la relève et on vous souhaite vraiment une super édition pour les 30 ans. Voilà, merci à vous. On va pouvoir passer à notre cher président Marin Corveleur de la 30e édition. Merci à tous, merci beaucoup Pierre pour ces gentils mots. C'est hyper important pour nous de pouvoir partager justement avec tous les anciens pour justement avoir ces valeurs qui nous caractérisent, l'âme de l'événement, et on se le transmet d'année en année. Donc encore merci de jouer le jeu 30 ans après. Je tiens aussi à remercier tous nos partenaires, qu'ils soient privés, institutionnels et plus particulièrement Unilassal et vous monsieur Choquet, madame Leroux également, parce que bah, voilà, ça fait de nombreuses années que vous nous accompagnez. Je suis pas sûr que les Ovalies seraient devenues ce qu'elles sont devenues si ça n'avait pas été au sein de Unilassal, donc un grand merci pour ça. Vous le savez, on est vachement au fait de toutes les idées qui sont liées au développement durable de par nos études et également tout ce qui est au handicap, et c'est pourquoi aujourd'hui on a la chance d'avoir Riyad Salem, un champion paralympique, enfin pas champion mais presque, qui nous accompagne. Champion mais pas médaillé. Exactement, voilà. Qui nous accompagne en étant le parrain du tournoi de rugby à 7 en fauteuil il y a quelques années. Donc je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse évoquer ce beau projet. Merci à tous. Bonjour à tous, et puis je voulais vraiment vous remercier d'avoir créé ce tournoi, parce que c'est juste, ça incarne les valeurs du rugby vraiment dans son ADN. Le fait de batailler, parce que la vie c'est un grand combat, mais on peut avoir un combat joyeux et solidaire surtout, et d'avoir une école comme la vôtre qui portait des valeurs surtout en lien avec la nature, l'agriculture, et que vous faites ce tournoi solidaire. Nous, la première fois que vous nous avez invités, on est venu parrainer, on est venu jouer, et c'est vrai que ce que vous récoltez comme fonds, vous le reversez à des associations, et ça c'est assez rare. En général, c'est vraiment des stars, du showbiz qui font une bonne action. Mais là, le fait que ce soit les jeunes qui portent cette culture de solidarité, de fraternité avec les autres, et grâce à votre argent, on a pu aussi développer des actions comme la Women's Cup, qui est le seul et unique tournoi 100% féminin de rugby fauteuil. Et comme je vois qu'il y a quand même beaucoup de filles là derrière moi, donc j'espère que vous viendrez l'année prochaine encourager les filles et avec votre talent. Donc voilà, que du bonheur. On a vécu des grands moments avec les Jeux olympiques et paralympiques. Et j'espère que cet engouement du sport, et on le voit au quotidien avec l'actualité qui est un peu sombre, bah vous mettez de la lumière dans notre quotidien grâce à cette passion, grâce au jeu. Donc bravo de continuer à faire vibrer cette belle initiative des Ovalies, et j'espère qu'on se retrouve le siècle prochain, voilà, avec les arrière-petits-enfants, et qui continueront à se régaler autant dans l'assiette que sur le terrain. Voilà. Donc bravo à vous, et je suis très fier d'être à vos côtés aujourd'hui pour vos 30 ans. Et sachez que nous, l'association CAPSA, nous fêtons aussi nos 30 ans cette année. Donc cette coïncidence, je me dis que de fêter doublement les 30 ans à vos côtés, c'est que du bonheur. Bravo. Passer la parole à notre cher directeur d'Unilassal, monsieur Philippe Choquet. J'ai rien à dire, si ce n'est que les Ovalies ont été créées par les étudiants, pour les étudiants. Certes, l'école accompagne, mais c'est eux qui font le job. Et sincèrement, en tant que directeur, on ne peut qu'être fier de l'incroyable dynamisme, de l'incroyable créativité, de l'incroyable professionnalisme dont ils font preuve. Enfin, moi, tous les ans, je suis bluffé, hein, et nos élus, pareil, qui sont sollicités, les entreprises partenaires, je suis bluffé. Et c'est vrai que les Ovalies Unilassal, c'est vraiment un concentré des valeurs qu'on veut passer à nos jeunes, que vous vivez entre vous, que l'on vit entre nous, et ça, c'est vraiment super. Donc, merci, vous êtes géniaux.
Nous allons maintenant passer à un petit moment symbolique, la passation du ballon entre le premier président des Ovalie et le 30e. Nous allons maintenant pouvoir passer à l'entracte alumni.